Bien, merci déjà à toutes celles et à tous ceux qui sont restés cet après-midi pour assister à nos tables rondes. Donc vous vous souvenez, l'an dernier, on a parlé petit gibier de montagne. Cette année, et c'est pas pour me déplaire, on va parler bécasse et petit gibier de plaine. Donc concernant la bécasse, on va parler plus particulièrement des sites d'hivernage. Il y a eu des études qui ont été faites dans les Ardèche et Languedoc, là, qui est une étude qui est assez intéressante. Et puis on va parler cristallin du lièvre. Vous vous souvenez, il y a eu des études qui ont été faites la même étude a été faite en années 2000, 3 saisons. Et on a décidé, pour comparer, de refaire 25 ans après la même étude, 3 saisons. Et on est au bout. Camille va se faire un plaisir de vous présenter donc, les résultats. Et vous verrez qu'en 25 ans, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Et puis on finira avec le projet Faisando. Donc on essaye de porter ces lâchers de Faisando fin juillet, début août, pour essayer de valoriser un petit peu la chasse du faisan. À cette occasion, nous aurons l'honneur de recevoir les 2 éleveurs principaux du département, à savoir M. Meyer pour la partie plus nord du département et M. Guillou qui représente Gibier Élevage, qui est à Chatte, donc un petit peu dans la partie plus ouest. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps, on a un timing à respecter. Il faut savoir qu'à la fin de chaque thème, le but c'est que vous posiez des questions, qu'on ait un échange ensemble. On n'est pas nombreux, donc on va en profiter. Hein. Et puis voilà, donc je vous souhaite encore une bonne après-midi. Je donne tout de suite la parole à Sébastien, André, Camille et Estelle. Bonjour mesdames, messieurs, je me présente, André Froment, administrateur du pays Chartreuse. Je suis encore à l'essai jusqu'à mercredi. Et président de la CCA de Bernin. Donc, moi-même bécassier, je suis très honoré d'introduire à la table ronde l'hivernage de la bécasse des bois. Comme vous le savez, la bécasse des bois est un gibier mythique qui fait beaucoup d'adeptes chez les chasseurs, et notamment en Isère. Sa chasse passionnante fait parfois naître des hypothèses, voire même des légendes les plus folles sur cet oiseau. Le suivi de l'espèce mené par le réseau national Bécasse, composé d'agents de l'Office français de la biodiversité et de techniciens des fédérations des chasseurs depuis les années 1990, est décliné en plusieurs programmes au niveau national. Chaque année, des comptages ont lieu à la Croule en mai et juin pour estimer l'effectif reproducteur français. Le suivi de la migration s'organise autour d'opérations de bagage de novembre à mars sur des sites prédéfinis. Ce dernier apporte son lot d'informations telles que le taux de survie, l'âge ratio, le sexe ratio. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le partenariat historique que nous avions avec les scientifiques russes depuis les années 2000 est malheureusement plus délicat. Il est plus d'actualité, pardon. N'oublions pas de nombreuses données récoltées par les bécassiers lors de leur sortie. L'abondance en bécasse de la saison est mesurée par l'indice synégétique recueilli sur Bécanote. La lecture d'elle nous donne des informations sur le succès de la reproduction. Que nous disent toutes ces données recueillies? Nous devons nous réjouir d'avoir des effectifs européens de bécasse des bois globalement stables. Par contre, les effectifs reproducteurs français ont baissé de 30% depuis 20 ans. Est-ce le fait d'une évolution des habitats, d'un décalage de la croule non détecté par les opérateurs ou encore l'évolution du climat? Le monde cynégétique doit se féliciter d'avoir, depuis 2011, mis en place un prélèvement maximum autorisé de 30 oiseaux par chasseur et par an. Je sais bien que ce PMA de 30 serait discutable pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,
mais considérons cette avancée à l'échelle nationale. Je profite de parler du PMA pour vous inciter à déclarer sur ChasseAdapt vos prélèvements, qui est un outil extraordinaire. Non seulement la démarche est aisée, mais elle permet aussi en temps réel de pouvoir répondre très rapidement à d'éventuelles sollicitations nationales. Nous sommes à l'ère du numérique. Mettons-nous tous à utiliser ChasseAdapt. Il n'y a pas de possibilité de... On ne veut plus entendre ChasseAdapt ne marche pas, je suis au fond de la forêt, ce n'est pas possible. Croyez-moi, ce n'est pas possible. Même si je suis nouvel administrateur, j'ai connaissance des travaux engagés par la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère pour la région durable de la Bécasse des Bois. Le réseau OFB 38 et FDC 38 déclinent les programmes nationaux à l'échelle départementale. Chaque année, 15 à 20 sites de bagage sont parcourus. 15 à 30 points de croules sont visités. Je remercie les membres isérois du réseau qui œuvrent annuellement et améliorent la connaissance de l'oiseau. Merci également aux bécassiers isérois engagés dans les programmes de suivi des associations spécialisées, lecture d'ailes, indice d'abondance, poids des bécasses prélevées. Depuis le début du réseau, ce sont 2328 bagues posées et 628 reprises en Isère. Jusqu'en 2015, des études sur la localisation et la qualification des habitats de reproduction en Isère, comme en Russie, et des haltes migratoires dans notre département ont pu être menées, réalisées grâce au soutien indéfectible du département. Depuis la fin des années 2010, la Fédération des chasseurs de l'Isère s'est engagée auprès de la Fédération nationale des chasseurs pour développer une approche régionale sur la bécasse des bois. Grâce au soutien de l'éco-contribution et de la région, plusieurs sujets ont ainsi pu être approfondis, tels que la localisation des habitats de reproduction, mais également les stratégies d'hivernage de la bécasse. Je laisse la parole maintenant à Estelle Loer, Sébastien Marchard de la FDCI et Camille Baumel de la FRC Aura pour présenter le travail réalisé. Donc c'est moi qui appuie. Concernant la stratégie d'hivernage de la bécasse des bois en milieu méditerranéen, c'est une étude qui a été engagée par la Fédération régionale des chasseurs avec un appui technique des fédérations de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère, l'ONF de l'Hérault, ainsi que le service départemental de l'Office français de la biodiversité de la Drôme. On a également été appuyé scientifiquement par la direction de la recherche et de l'appui scientifique de l'Office, donc Kevin Leray pour ceux qui le connaissent. Si on connaît beaucoup de choses concernant l'hivernage de la bécasse des bois dans l'ouest de la France, peu de choses en fait sont connues en milieu méditerranéen. On n'a pas de prairies pour les remises nocturnes, on a des climats qui peuvent être beaucoup plus rigoureux que ce que l'on connaît dans l'ouest de la France, et on avait une volonté en fait de savoir un petit peu ce qui se passait dans ces milieux atypiques. Alors, quand on s'est interrogé pour savoir comment on pouvait engager la question de répondre aux questions de la stratégie d'hivernage de la bécasse des bois, 3 questions se sont posées. En fait, comment elle occupe l'espace, comment elle occupe l'espace en journée et de nuit, est-ce qu'elle utilise des milieux très particuliers, est-ce qu'elle va chercher des milieux très particuliers parce qu'elle a des besoins notamment de refuge ou de ressources alimentaires. Donc, ce sont toutes ces questions que l'on s'est posées. Alors tout d'abord, on s'est interrogé à savoir en fait qu'est-ce que c'était que l'hivernage à proprement parler. Donc c'est bien sûr des lieux où la bécasse, une fois qu'elle a fini sa migration, reste là pendant tout l'hiver. Donc on a cherché des sites où on avait des données de bagages notamment qui mettaient en évidence que ces oiseaux en fait étaient en bout de migration. Donc on pense bien sûr aux balises Argos qui avaient été posées dans le cadre d'études du CNB où on avait effectivement des bécasses ardéchoises qui avaient été équipées et qui revenaient
sur leur site exactement à l'endroit où elles avaient été capturées un an avant. Mais on avait également des données de bagages autonome qui nous disent, tiens, là, on a des bécasses qui ont été baguées et on les retrouve une semaine après, 15 jours après, donc on sait qu'elles sont là et qu'elles ne bougent pas. On a choisi 3 sites, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce sont des sites, un dans la Drôme, un dans l'Ardèche et un dans l'Hérault, qui ont en fait finalement, on a essayé de respecter un gradient méditerranéen, voilà, avec des milieux qui sont un petit peu différents des uns des autres, mais qui apportent un enseignement intéressant. 3 années de suivi hivernaux ont été engagées sur les 2 sites de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc en l'hiver 2020-21-22. L'Hérault nous a rejoints en 2022 et en 2023. Alors, aux questions que j'avais posées au départ en termes de définition de la stratégie d'hivernage, qui est de dire, en fait, comment on occupe l'espace, quels sont les habitats utilisés, et en fait, on a mis en place un certain nombre de protocoles pour pouvoir répondre à ces questions. Donc l'occupation, on va dire, de l'espace, c'est d'une autre façon poser la question de comment elle se déplace dans l'espace. Et donc bien sûr, là, c'est classique, on va attraper des bécasses. Donc on a fait le choix de les attraper plutôt fin décembre pour être sûr qu'elles étaient en bout de migration. Et on les a équipées de dispositifs de géolocalisation. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est en fait une balise qui est posée finalement sur le dos de la bécasse et avec un harnais qui est tenu au niveau des pattes de la bécasse. En fait, ces balises sont programmées pour disposer de 4 localisations de GPS par jour, donc à 3h du matin, 9h du matin, 15h et 21h. Vous comprendrez aisément que ces 4 localisations nous permettent notamment de détecter la passée si elle se produit. Il y a sur certaines balises, on a la possibilité également de recueillir en fait des données relatives au rythme d'activité. Donc c'est un principe d'accéléromètre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signal, on n'a pas de données prises lorsque la bécasse est au repos. Dès qu'elle commence à se déplacer, et là il y a un signal qui est émis. Et bien sûr, quand elle est en vol, là le signal il est beaucoup plus important. Alors comment on repère les bécasses équipées ? Elles ont en fait chacune une fréquence en Hertz qui est différente. Donc comme vous le voyez à l'écran, la personne en fait elle a un petit boîtier, elle va sélectionner la fréquence et elle va dire tiens je vais chercher telle bécasse. Et à partir de ce moment-là, elle a un râteau, comme vous le voyez, l'antenne, et elle va détecter le signal qui est émis par la balise. Et plus le signal est fort, plus elle est près de la bécasse. Et donc ces suivis ont été effectués régulièrement, tous les 15 jours, et après plus régulièrement au mois de mars, pour pouvoir éventuellement détecter le départ en migration vers les habitats de reproduction. Alors la deuxième question qu'on s'est posée, c'était de dire, en fait, est-ce que la bécasse va utiliser, lorsqu'elle est en hivernage, des milieux très particuliers ? Est-ce qu'elle utilise tout l'espace disponible ou est-ce qu'elle privilégie des milieux parce que ceux-là ont des caractéristiques qui sont intéressantes pour elle, à la fois peut-être pour le refuge ou pour la ressource alimentaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? À partir du moment où on avait des localisations de bécasses, on a fait le choix d'aller décrire les habitats précisément dans des lieux où la bécasse avait séjourné. Et on a également été chercher des milieux où elle n'avait jamais été, c'est-à-dire des milieux où aucune des bécasses équipées n'avait occupé cet espace-là. Et on a essayé de décrire de façon plus fine qu'est-ce qui se passait dans ces milieux. Donc ce sont en fait des mailles de 25 mètres de côté et on a essayé de les caractériser. Donc pour répondre aux questions notamment de refuge, de caractéristiques, on a essayé de voir quelles étaient la végétation présente sur les sites, s'il y avait de l'encombrement au sol, si on avait une présence d'arbres, d'arbustes, et également s'il y avait une ouverture des milieux et de quel type elle était. Est-ce que c'était de la prairie, est-ce que c'était des pierriers, etc. Donc ce travail a été fait également, voilà. Et le dernier travail de terrain qui a été réalisé pour récupérer les données, c'était également de pouvoir analyser la ressource alimentaire disponible. Dans les milieux méditerranéens avec des cailloux très importants, des léapias et autres, en fait, est-ce que finalement notre bécasse continue de consommer des lombrics ou est-ce qu'elle utilise ou est-ce qu'elle consomme d'autres faunes présentes? Donc on a récupéré sur les placettes occupées par l'oiseau et sur des placettes qui n'avaient jamais été occupées pour pouvoir comparer s'il y avait une différence et pouvoir détecter s'il y avait une différence. Et on a regardé et on a capturé les lombrics présents
avec un protocole moutarde-amora, voilà, parce qu'il n'y a que l'amora qui marche. Et on a également posé des pièges barbeurs, c'est-à-dire c'est des petits pièges à même le sol qui captent en fait toute la faune rampante que l'on peut trouver dans ces secteurs-là. Et on a mis 4 ans pour pouvoir récolter toutes ces données, pour pouvoir constituer notre base de données. Et ensuite, on a fait appel à des biostatisticiens pour pouvoir analyser les résultats. Et donc, c'est Camille, ici présente, qui a fait tout ce travail d'analyse et qui va vous présenter en fait les résultats. Bonjour à tous. Alors, je suis super contente d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous présenter cette analyse que j'ai donc réalisée sur la bécasse des bois. Il faut savoir que c'était un travail vraiment intense en termes d'analyse. Et ce qui est super sympa récemment, c'est que l'analyse a été acceptée dans un journal scientifique. Donc, ça félicite finalement tout le sérieux qu'on a mis en fait dans ce travail d'analyse sur l'hivernage de la bécasse des bois. Alors j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on va rentrer directement dans le sujet. Je vais vous montrer déjà les résultats en termes de déplacement. Alors sur cette carte, en fait, vous pouvez voir l'hivernage d'une bécasse. Donc là, on est dans la Drôme. On a ces positions nocturnes qui sont ici en bleu et ces positions diurnes, donc de jour, qui sont en blanc. Et ce qu'on remarque tout de suite sur cette carte, c'est qu'en fait, on a vraiment 2 zones qui sont utilisées dans la bécasse. Et en fait, elle fait finalement la passée entre ces zones de remise diurne et ces zones de nourrissage en nocturne. Pour étudier ces déplacements, en fait, on se focalise finalement sur 3 questions qui se basent sur les distances entre 2 points de GPS successifs. Donc déjà, en fait, on va regarder si les bécasses font la passée. Donc, est-ce qu'elle change de zone? Ensuite, on va regarder si elle se déplace plutôt de jour ou de nuit. C'est-à-dire que finalement, là, on voit sur cette carte que pendant la nuit, elle a l'air de plus se déplacer parce que sa zone, elle est un peu plus grande, alors que pendant la journée, on voit que tous les points sont proches les uns des autres. Donc, on va plutôt dire que là, elle est plutôt en repos, voire complètement inactive pendant la journée. Pour simplifier la visualisation des résultats, je vous ai fait une petite frise. Donc, voilà les résultats en ce qui concerne en fait la passée. Dans la littérature, on va plutôt se retrouver tout à droite de la frise, c'est-à-dire que les bécasses font en général la passée. On dit que c'est de l'ordre de 80% du temps, sauf que dans nos zones méditerranéennes, on a observé des résultats qui sont bien différents et beaucoup plus nuancés. Dans la Drôme, on va plutôt se retrouver autour des 50% de passée, et quand on descend de plus en plus dans le sud, elle va faire de moins en moins la passée, quitte à pas du tout en faire pendant tout son hivernage. Et lorsqu'on inclut dans ces analyses des conditions météorologiques, on voit qu'elles font là encore des comportements un peu différents. Ici, quand on se met dans des conditions donc plus chaudes et plus humides, on voit que la bécasse va avoir plus souvent tendance à faire la passée dans toutes les zones d'étude. Alors maintenant, en ce qui concerne les déplacements de jour et de nuit, pareil, on retrouve une petite frise pour illustrer ces résultats. À gauche de la frise, vous avez les conditions quand la bécasse va être plus active de jour que de nuit. Et à droite, on a le cas où la bécasse est plus active de nuit que de jour. Donc ça, c'est ce qu'on connaît dans la littérature. On dit que la bécasse, elle sort la nuit pour aller se nourrir. Mais là aussi, en fait, dedans de nos zones méditerranéennes, on a des résultats qui sont un peu plus différents et plus nuancés, où on a notamment dans l'Hérault des bécasses qui vont être actives de jour et de nuit. Donc maintenant que je vous ai parlé succinctement de tous ces déplacements, je vais vous parler de ce qui concerne la sélection d'habitat. Donc pour analyser l'habitat, en fait, souvent, il faut vraiment prendre en compte ce qu'il y a disponible pour l'animal dans son environnement. Donc là encore, en fait, vous avez les localisations GPS d'une bécasse qui hiverne, mais cette fois-ci en Ardèche. Et je vous ai pris cet exemple parce qu'il est assez parlant. Je ne sais pas si on voit plus mon... Ah si, c'est bon. En fait, on voit que là, elle va se déplacer, mais exclusivement dans des zones forestières, alors que finalement, elle avait des zones ouvertes qui étaient disponibles autour d'elle. Donc ça, c'est un résultat qui a beaucoup étonné, notamment nos reviewers pour la correction de l'article scientifique. Attendez.
Et là, donc, voilà, je vous donne une autre condition d'habitat qui est là complètement différente. On a une bécasse dans la Drôme qui hiverne dans un milieu très très ouvert. Et là, par contre, elle utilise donc des zones fermées pendant la journée et des zones ouvertes de nuit. Donc le schéma complètement classique de ce qu'on connaît de la bécasse. Et au final, voilà les résultats. Alors, en fait, quand on regarde déjà ce qui se passe de jour, on remarque que dans tous les cas de figure, la bécasse, elle va sélectionner des zones des forêts très fermées, parfois des haies, quand elle n'a pas le choix. Mais pendant la journée, elle est toujours en milieu couvert. En revanche, là où on a beaucoup de différences, c'est quand on va regarder ce qui se passe la nuit. Là encore, vous retrouvez le petit gradient que je vous ai mis précédemment, où en fait, à droite du gradient, vous êtes dans des circonstances où elles vont plus souvent aller dans des milieux ouverts, alors qu'à gauche, elles vont plus souvent aller dans des milieux fermés. Et effectivement, en fait, plus on va dans le sud de sa zone d'hivernage, et plus elles vont avoir tendance à rester même la nuit en forêt. Et si on inclut là encore en fait des données climatiques, on voit que ça change aussi, mais pas tout à fait de la même manière en fonction des zones d'études. Dans la Drôme, même s'il fait un peu plus froid et plus sec, elles vont quand même avoir tendance à sortir, mais moins que ce qu'on peut quand même dire dans les zones plutôt océaniques. Et par contre, dans l'Ardèche et l'Hérault, c'est là où les conditions thermiques vont avoir le plus d'impact sur les bécasses. Et effectivement, quand il fait très sec et très froid, elles vont avoir tendance à bien rester en forêt la nuit. Donc voilà, donc ça c'était un schéma de tout ce qu'il y avait en sélection d'habitat au niveau large échelle. Donc maintenant on va réduire un peu l'échelle d'études et on va se focaliser sur finalement à quoi ressemblent les forêts qu'elles utilisent de jour et de nuit, mais vraiment en termes de petit habitat. Donc pour ça, comme l'a dit Estelle, on a fait des petits échantillonnages de placettes sur des zones occupées par les bécasses. Donc là aussi, vous retrouvez de nouveau des localisations d'une bécasse pendant son hivernage, donc de jour en blanc et de bleu, en bleu pour la nuit. Et du coup, pour savoir s'il y a des habitats qu'elle préfère, en fait, on regarde les fréquences d'utilisation de petites placettes. Donc là, voilà, soit elle n'y va pas du tout, ou soit elle y va très souvent, et on fait l'hypothèse que quand elle y retourne souvent, c'est certainement que l'habitat est quand même bien favorable. Donc là, je vous donne juste l'exemple pour l'Ardèche, parce que je ne peux pas faire tous les habitats. Mais en tout cas, lorsqu'on se place dans l'Ardèche, et surtout, du coup, dans des conditions plutôt froides et sèches, donc quand elles restent finalement en forêt la nuit, on voit que finalement, les forêts utilisées la nuit ne sont pas les mêmes que celles utilisées la journée. Les forêts utilisées la nuit vont être un peu plus ouvertes, un peu plus caillouteuses sur le sol, avoir une densité végétale moins importante sur toutes les strates de végétation. Et donc, en fait, cette différenciation en termes d'utilisation des habitats, elle nous indique que la sélection que fait la bécasse sur ces habitats sont souvent liées à d'autres paramètres au final. Donc là, je vous ai cité... Pardon ? Ah oui, pardon. Donc là, je vous cite finalement les exemples de ce qui concerne la prédation et l'alimentation, puisqu'effectivement, en fonction des zones d'études où elle hiverne, elle n'aura pas les mêmes prédateurs qui seront présents sur place. Et donc on peut imaginer que les bécasses qui vont dans le sud de la France, elles ont des prédateurs qui sont par exemple le grand-duc, et elles vont donc préférer rester à couvert même la nuit pour s'en protéger. Et pareil, en ce qui concerne le régime alimentaire, en général, quand elles sortent dans les milieux ouverts, on dit qu'elles le font parce que c'est plus dense en richesse alimentaire. Sauf que dans le sud de la France, on n'est pas forcément dans ce cas de figure. Donc finalement, à quoi bon sortir si la nourriture est aussi peu abondante en dehors de la forêt que dans la forêt? Alors pour conclure en fait sur ces résultats, on peut voir finalement que notre bécasse, elle nous dévoile une multitude de stratégies de déplacement et une sélection d'habitats. Donc c'est finalement une espèce qui est quand même assez flexible en termes de comportement et qui est capable certainement de s'adapter à beaucoup de circonstances. Néanmoins, en fait, on a observé des comportements assez atypiques chez ces oiseaux pendant leur hivernage dans les zones méditerranéennes. En fait, on a 8 bécasses pendant la période la plus sèche, l'hiver le plus sec, qui ont fait ce qu'on appelle des fuites. Là, je vous montre l'exemple d'une bécasse qui a fait quand même 40 km en plein milieu de son hivernage pour aller rejoindre une zone un peu plus au nord.
Et ça nous pose des questions en termes de, déjà, est-ce que finalement les zones d'hivernage en milieu méditerranéen sont encore favorables dans le futur? Et aussi, finalement, est-ce qu'on ne va pas se retrouver à avoir une redistribution des zones d'hivernage de la Bécasse des Bois par la suite? Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté pour ça. Puis maintenant, je vais laisser la parole à Sébastien. Donc revenons en Isère avec les tableaux de chasse qui nous donnent des informations précieuses et de qualité sur les stratégies de l'oiseau. Le département de l'Isère était qualifié jusqu'à aujourd'hui de passage, mais que nous montrent ces 17 années de récolte de données? Donc ces tableaux de chasse nous montrent un décalage progressif de la migration vers décembre. Donc ça, les pratiquants, vous avez dû vous en rendre compte sur le terrain. Mais on voit aussi une évolution notable de la proportion de bécasses prélevées durant les mois d'hiver, et notamment la période de janvier et février. Et pourtant, cette valeur, elle est contrainte avec la déclinaison du PMA, qui est de 1 par semaine à partir du 2e dimanche de janvier jusqu'au 20 février. Et enfin, pour compléter aussi la démonstration de Camille, on peut faire un petit focus sur l'année 2017. Mais pour cela, on a besoin de faire un petit rappel sur la météo de l'époque. Donc l'année 2017 fut une année douce et sèche. Pour les mois de septembre et octobre, alors rappelez-vous, il faisait très très chaud, puisque les températures enregistrées, c'était digne d'un mois de juillet. Et en parallèle, les précipitations ont été enregistrées avaient un déficit de presque 50%. Ce déficit était moins marqué pour le département de l'Isère, puisqu'on a subi des orages autour du 27 octobre jusqu'au 4 novembre sur l'ensemble du département. Donc cette situation nous a permis d'avoir des sols détrempés et permettre des conditions plus favorables à l'accueil des bécasses que nos voisins n'ont pas connues en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces conditions se traduisent par un tableau de chasse important, puisque c'est quasiment l'année record depuis qu'on enregistre les tableaux de chasse bécasse, avec 11 500 oiseaux l'année 2017. Mais cette année-là, en plus du record en nombre, on a eu une petite particularité, c'est-à-dire que nous avons eu 31 retours de bagues, donc c'est-à-dire des bécasses qui étaient baguées et dont les chasseurs nous ont donné l'information. Mais sur ces 31 retours de bagues, nous avions 10 oiseaux qui étaient bagués dans le département de l'Isère, le département de l'Ardèche, les années antérieures, 3 oiseaux qui étaient bagués dans le département de la Drôme et 2 oiseaux qui venaient des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Donc vous voyez, des départements bien plus au sud que nous. Donc deux hypothèses peuvent se dessiner. Soit les oiseaux ont séjourné longuement dans le département, sans avoir l'idée d'aller sur leur site d'hivernage, soit ces oiseaux sont allés sur leur site d'hivernage et ont connu des conditions particulières et sont revenus dans un département où les conditions étaient plus favorables, et notamment pour l'alimentation. Enfin, pour conclure, si historiquement le refuge vers les sites d'hivernage de la bécasse était conditionné par l'arrivée du froid et de la neige, nous savons aujourd'hui qu'il sera très certainement conditionné par des années climatiques plus douces et plus séchantes aussi.